Chers amis du Cateau et de ses environs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous présenter les dernières actualités de la ville du Cateau et surtout les premières actualités de cette année 2022. Alors les points dont nous parlerons aujourd'hui sont des points d'actualité portant sur l'inauguration du nouveau parking ou la mise en service du nouveau parking du centre hospitalier, mais aussi des travaux de la rue du Bois Montplaisir effectués pour la mission locale, ainsi que l'affectation de nouveaux ateliers pour cette même mission locale. Nous irons ensuite au lycée Camille Desmoulins pour vous présenter la formation en BTS Gestion des entreprises. Reviendrons ensuite à l'école de musique, nous ne quitterons pas le domaine pédagogique, pour vous présenter les améliorations qui seront apportées au bâtiment de cette école. Et enfin, puisqu'il faut bien travailler un petit peu, nous parlerons des aides de Pôle emploi aux entreprises dans le cadre du recrutement. Un point de présentation tout d'abord sur la mise en service du nouveau parking du centre hospitalier du Cateau qui se fera le 31 janvier. Monsieur Serge Siméon vous en présentera les caractéristiques ainsi que le docteur Vincenzo Colella et Madame Mine qui vont vous expliquer les particularités de ce parking et comment les choses vont s'organiser sur place pour plus de services aux usagers de l'hôpital, qu'il s'agisse des professionnels de santé ou des visiteurs. Non, on est ici pour cette première sur le nouveau parking du centre hospitalier qui était tant désiré parce qu'avec l'augmentation du besoin, parce qu'on recrute de plus en plus des patients aux urgences, des patients dans la clinique, à la radio et aussi à l'espace santé, on commençait à être court de place, donc c'est vraiment un gros jour pour nous parce que on commence vraiment bien cette année parce que ces places supplémentaires ils vont vraiment donner du souffle aux riverains et aux familles et aussi aux patients qui viennent consulter. Donc c'est vraiment très, très chouette, donc c'est vraiment beau. Donc, ça a été fait rapidement. Ça a été bien fait donc, avec toutes les préconisations. Donc, il y a eu, je pense que des réajustements, les travaux, il y a eu des modifications, mais en tout cas le résultat il est excellent. Donc on attend lundi prochain pour pouvoir en profiter. Donc vraiment au nom de la communauté médicale qui va en profiter parce que c'est un parking personnel, donc dont aussi la communauté médicale, je ne peux être que très heureux de pouvoir en profiter. Donc merci à la collectivité aussi qui a participé aux travaux. Donc c'est vraiment encore une fois l'énième démonstration qu'ici il y a vraiment une volonté de travailler ensemble avec tout le monde et à tous les niveaux. Aujourd'hui, on vous présente notre nouveau parking qui est dédié au personnel, mais pas que, parce qu'en finalité, ce parking qui sera dédié à notre personnel va libérer des places sur les deux autres parkings de l'établissement. C'est un projet qui date de nombreuses années pour lesquelles le centre hospitalier n'avait pas malheureusement les financements possibles et qui a pu voir le jour donc, cette année, en 2021, avec le travail que l'on a mené grâce à Monsieur Siméon qui nous a obtenu des subventions pour pratiquement la moitié du coût de ce parking. Donc un grand merci. Sans la mairie du Cateau et la communauté d'agglomération, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous en avions d'autant plus besoin que nous avons ouvert aussi un centre de vaccination l'année dernière qui est amené à perdurer encore cette année et peut-être dans les années à venir. Et c'est sûr que avec des vaccinations tous les 5 minutes, nous avons énormément besoin de place également pour toutes ces personnes qui viennent au centre de vaccination. Donc voilà, j'espère que vous pourrez être satisfaits, riverains, population, patients, de ces nouvelles places qui vous seront offertes et qui vous permettront d'arriver plus vite à vos consultations sans devoir chercher une place pendant au minimum un quart d'heure, voire 20 minutes pour certains, comme on me l'avait déjà fait remarquer. Voilà, merci en tout cas à tous. Je pense que c'est un moment important
pour le pôle de santé. Je parle de pôle de santé, je ne parle pas hôpital, je ne parle pas clinique, pour le pôle de santé. Il faut qu'on soit plus en plus unis dans nos objectifs. Alors c'est vrai qu'il nous manquait des places de parking. Alors la solution qu'on a trouvée avec la direction et le corps médical et le conseil de surveillance, c'est de trouver ce parking ici, en achetant le terrain, ça c'est le rôle de l'hôpital, en négociant avec le monde agricole et de retrouver 84 places de parking qui seront affectées uniquement pour le personnel. Ce qui veut dire que derrière, ce qui est important, c'est qu'on dégage des places de parking en façade pour les patients. Le rôle de l'hôpital, c'est d'accueillir les patients. Alors, il y a eu des fonds publics, bien entendu. La ville qui a participé, je pense que c'est la première fois dans l'histoire qu'une ville participe à un parking hospitalier. La communauté d'Aglo qui a suivi aussi à l'unanimité. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas que ça soit payant. C'eût été si simple de trouver des partenaires privés comme Vinci, comme ailleurs, et de faire payer le patient ou de faire payer les gens qui viennent en consultation ou les gens qui viennent en visite, voir des proches qui sont dans nos services. Ce n'est pas la volonté que nous avions. Nous avions de partager cet espace dégagé pour améliorer les patients. Alors je pense que Madame la directrice et Monsieur le Président vous ont expliqué que le pôle consultation explose complètement, qu'on attire, fort heureusement, mais malheureusement quelquefois pour les patients, plus de personnes qui viennent dans nos services de consultation. Alors on avait fait un parking aussi avec l'espace de santé, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait désengorger. Alors il y a un moment critique, c'est souvent vers 14h, 13h30, 14h. C'est les changements de service pour le personnel, où dans tous les hôpitaux, on est rarement en adéquation avec les places de parking. Donc c'est un outil formidable, c'est un engagement. Mais demain aussi, il y aura d'autres engagements, parce qu'on vit que de projets à l'hôpital. Grâce à la dynamique binôme, direction, corps médical, mais aussi avec les salariés, on a un vaste projet que j'ai expliqué sur les ondes de radio et puis à la télé. C'est le projet de consultation externe sur lequel on travaille aussi activement. La santé, il faut toujours que ça soit en synergie et en projet. Et là, il faut vivre de projets pour réaliser, pour être en adéquation avec les besoins de santé de la population. Félicitations à l'équipe de direction, au corps médical et aux représentants du personnel pour avoir compris ce projet et l'intérêt de ce projet. Il eût été facile de construire un nouveau bâtiment, mais si on ne peut pas accueillir confortablement celles et ceux qui viennent rendre visite ou celles et ceux qui subissent une légère opération, on aurait créé un mécontentement à la fois dans le boulevard Peinture. On avait déjà quelques mécontents chez les habitants. Donc il faut accueillir dans les meilleures conditions. Alors félicitations à vous et à toute l'équipe hospitalière, qu'elle soit aussi publique ou privée. Retour cette fois sur d'autres travaux mais qui auront lieu au 21 de la rue du Bois de Montplaisir dans la rénovation de locaux anciennement affectés au LALP et qui vont être affectés à la mission locale pour l'emploi. Tout d'abord, on vous parle de l'accessibilité de ces locaux avec l'aménagement de l'extérieur de cette maison du LALP, 21 rue du Bois de Montplaisir. Bonjour monsieur, où sommes-nous aujourd'hui ? Alors nous sommes dans la cour du bâtiment numéro 21 rue du Bois-Montplaisir. Bâtiment historique, hein, parce que bon, il y a de ça 40-45 ans, c'était la maison des syndicats. Donc qui a été retransformée dans les années 80 pour en devenir la maison de la formation. Et puis après, au fil des années, ça a eu différentes occupations. Là, actuellement, bon, nous sommes en train de le remettre en état, hein, enfin en état tout au moins conforter certaines choses, dont surtout l'accessibilité, parce que l'accessibilité, le bâtiment n'était pas aux normes PMR actuelles. Donc on peut voir, d'ailleurs c'est toujours en chantier, nous refaisons la cour sur les pourcentages demandés, enfin obligatoires, hein, qui sont de 4%, et en même temps on crée sur le pignon est du bâtiment une rampe d'accès, ce qui permettra aux personnes à mobilité réduite de pouvoir passer par l'arrière du bâtiment pour pouvoir accéder bien sûr dans ce bâtiment, parce qu'on peut voir qu'on a tout de même un dénivelé assez conséquent par rapport aux marches et perrons qu'on peut voir en façade.
Alors bon, en même temps, dans ce bâtiment, nous sommes en train aussi de refaire les sanitaires, le bloc sanitaire qui a aussi là une bonne trentaine d'années. On est en train de le remettre là aussi aux normes hein, pour pouvoir permettre aux PMR de pouvoir accéder au bloc sanitaire, et y compris à l'intérieur tout ce qui est accès. On a des marches d'escalier, donc on a aussi des contrastes à poser sur les marches pour avoir une conformité exemplaire, si on peut dire, sur le bâtiment. Sur le deuxième étage, nous avons les combles qui en son temps avaient été mis en état. On a un plateau, bien sûr, qui reprend la totalité de la surface au dernier étage. Avec un petit souci peut-être à l'époque, un manque peut-être de lumière naturelle. Donc on va conforter aussi ce manque, car en installant des fenêtres de toit, ce qui va permettre d'avoir un éclairage naturel beaucoup plus fort, avec bien sûr de ce fait un confort pour les usagers. Alors vous parlez notamment de changements au niveau de la structure du bâtiment, mais il y a aussi des aménagements extérieurs qui vont être faits, notamment des changements pour tout ce qui est les véhicules ou même pour tout ce qui est la pelouse par exemple. Oui, alors bon, on reprend, donc on essaye de rationaliser vraiment la totalité. On reprend la totalité de la cour en enrobé chaud, y compris les côtés et les arrières. Mais bien sûr, de là, on ne va pas minéraliser la totalité. On a prévu de mettre un peu d'espace vert pour essayer d'amener tout de même une touche un petit peu, dirons-nous, verte sur ce secteur. Et bien sûr, tracer des cases de parking sur la totalité avec bien sûr toujours notre fameuse place de parking PMR, afin d'avoir un stationnement un peu plus réglementé, un peu moins anarchique, ce qui permettra d'avoir quelque chose d'assez ordonné pour les occupations des deux bâtiments, que ce soit le bâtiment principal ou le bâtiment préfabriqué qui a été réhabilité dans le courant de l'année 2021. Alors on a eu des changements pour ce bâtiment, notamment pour l'accès au PMR, mais quels sont les véritables changements, ou même plutôt les raisons pour ce changement des travaux? Mais ce bâtiment, de toute façon, était destiné à la base. Nous avions un projet d'accueillir les fiscaux. Hein. Ça s'est pas fait pour diverses raisons, mais de toute façon, le bâtiment est actuellement, d'autres projets sont en cours, et bien sûr, nos élus reviendront très vite vers vous pour vous en donner les attenants et les aboutissants. Avant les travaux, je suppose que le bâtiment était quand même occupé par des associations. Oui, ce bâtiment était occupé par l'Alpe, hein, qui a migré entre guillemets au Palais des Sports, et nous avions aussi encore une antenne de la mission locale qui est partie en ville. Là actuellement, il est libre, bien sûr, il est libre totalement, de totale occupation. Alors les associations vont revenir. Les travaux vont durer combien de temps et seront terminés vers quand? Écoutez, là actuellement, on est à la période hivernale. C'est vrai que ce n'est pas toujours les meilleurs moments pour pouvoir faire des travaux d'enrobé extérieur. Quoique cette année, on a tout de même un hiver très clément. Mais je pense que nous devrions avoir terminé la totalité de ces travaux fin février, voire mi-mars. Les travaux prévus seront finis à cette époque. Pour revenir sur l'aménagement, les changements au niveau travaux pour l'extérieur, est-ce que ça va seulement rester de la pelouse, aménagement juste pour dire de faire propre, ou les associations pourront peut-être retravailler à la terre pour faire des potagers, par exemple pour le LALP? Alors pour le LALP, oui, prévu, on est sur de la pelouse, hein, pour là aussi amener quelque chose tout de même d'assez agréable au niveau du coup d'œil. Mais bien sûr, l'ALP a prévu de reprendre une petite surface pour faire un potager. Ça avait été évoqué dès le départ, et on va leur reprendre une toute petite surface qui leur permettra d'avoir un jardin potager, de l'exploiter, et voire même si jamais il y a des possibilités, pourquoi pas de l'agrandir un peu. Hein. On reste ouverte à toute proposition. Alors maintenant, on voudrait savoir quelles sont les entreprises qui ont réalisé les travaux et peut-être aussi le budget de ces coûts de travaux.
Alors au niveau du bâtiment préfabriqué qui est sur le côté, il y a une totale réhabilitation. Au niveau de l'aspect, sur les menuiseries, nous avons remplacé les deux portes d'entrée du bâtiment préfabriqué. L'intérieur, on a fait une mise en conformité de l'électricité et bien sûr un passage en éclairage LED sur la totalité et des chauffages dignes de ce nom, des chauffages électriques dernière génération. Les travaux ont été réalisés par les employés de la communauté d'Aglo, que je remercie d'ailleurs pour la qualité du travail qui a été effectué, et en partenariat aussi avec les services techniques de la ville. Et le budget total s'élève à combien pour les deux bâtiments réunis? Là, le bâtiment, nous étions sur des travaux en régie et des travaux d'entreprise. De mémoire, l'enveloppe devait être dans les 30 000 euros pour le préfabriqué. Et de l'autre côté, pour le bâtiment principal, en incluant la cour et tous les travaux, nous sommes à peu près à 70 000 euros de travaux. C'est quand même un budget conséquent qui a augmenté les financements, notamment la ville ou même des aides de l'État ou peut-être de la région plutôt. Alors dans cette affaire-là, en grande partie bien sûr c'est la collectivité et nous avons un dossier de demande de subvention qui a été fait au niveau de l'État pour la cour. Restons cette fois au 21 de la rue du Bois de Montplaisir, mais pour visiter l'intérieur des locaux qui seront affectés aux ateliers de la mission locale pour l'emploi, on vous dit tout avec Madame Peggy Brodsky qui va vous expliquer dans le détail la finalité de ces travaux et puis l'intérêt de requalifier les bâtiments. Bonjour madame, pourriez-vous commencer par vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Peggy Brodsky, je suis directrice de la mission locale du Cambrésis, une association qui s'occupe de l'insertion professionnelle des 16-25 et qu'on doit connaître puisqu'on a déjà un lieu d'accueil rue Charles Sedoux pour l'accueil de notre public. Alors aujourd'hui on est venu, pourquoi justement? Pour vous présenter la nouvelle salle que nous avons à disposition sur la ville de Leucateau, qui a été mise à disposition et rénovée par la municipalité. Nous avions besoin sur notre territoire de mettre en place des ateliers collectifs dans le cadre de notre dispositif Garantie Jeunes. Donc ce dispositif qui prévoit un accompagnement renforcé des jeunes le premier mois de leur entrée en accompagnement, où on va mettre en place des ateliers pour définir leur profil, s'assurer qu'ils ont bien les maîtrises et savoirs de base, mettre en place des ateliers CV, différents types d'ateliers, et ce parcours dure 3 à 4 semaines. Jusqu'à présent, nous avions toutes nos salles qui étaient sur le Cambrésis, sur la ville de Cambrai. Donc les jeunes de Leucateau venaient sur Cambrai pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Avec la mise en place du plan de relance l'année dernière, l'objectif d'entrée sur le dispositif a doublé et nous avions besoin donc de plus de salles. Le souhait de la mission locale du Cambrésis, tout au moins de notre conseil d'administration, a été de démultiplier ces zones sur tout le territoire. Nous avons donc sollicité la municipalité de Leucateau pour savoir s'il était possible d'avoir une salle à disposition. Quels sont les équipements justement qui seront utilisés dans le cadre de la mission locale ici ? Alors, c'est bien pour mettre en place des ateliers collectifs où on travaille avec les jeunes, ce n'est pas l'entretien individuel. D'ici le 15 février, 15 ordinateurs vont arriver également pour permettre aux jeunes d'avoir accès à mettre en place un CV, faire des recherches Internet. Nous avons également des ateliers où sur travail de projet avec des applications spécifiques à notre outil qui seront mises en place. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut travailler en petits groupes via le mobilier qui a été mis en place, ces chaises avec ces tablettes sur roulettes. On peut faire du grand groupe, on a des tableaux, voilà, tous les outils qu'on peut mettre à disposition pour travailler avec les jeunes. Quel est le plus de cette salle comparé à une salle de Cambrai, notamment pour les catésiens ? Alors, le plus, c'est que le jeune n'a pas à monter sur Cambrai tous les jours, puisque cet accompagnement collectif démarre du lundi après-midi jusqu'au vendredi midi. Donc, c'est un transport en bus qui peut être plus ou moins long pour les jeunes, même si on adapte les horaires d'arrivée le matin. Ça va permettre d'être sur place, même si on sait qu'on travaille la mobilité avec eux et qu'on va les emmener pour une obtention de permis à terme. Le fait d'être sur place va éviter les problèmes d'absence, même s'ils étaient les plus assidus sur Cambrai que par rapport aux jeunes cambrésiens. On estime les services publics sont de plus en plus éloignés et nous, on souhaite développer et rester sur place. Notamment parce qu'il y a la gare à côté, parce qu'il n'y a pas que des catésiens qui vont venir ici.
Oui, tout à fait. On est situé juste à côté de la gare routière. Là, ils ont qu'à traverser la rue. Effectivement, beaucoup de jeunes de Le Cateau vont bénéficier de ces services, mais on a aussi des jeunes de Monté, Le Pomereuil, Mazinguien qui viennent sur place. On a des jeunes de Solesmes qui viennent également, ou de la commune de Vielly, Saint-Piton. Pourriez-vous nous parler de la garantie jeune pour ceux qui ne connaissent pas? Donc la garantie jeune est un accompagnement collectif intensif avec une allocation mensuelle, ce qui est en place depuis 2015 sur le département du Nord. Cependant, la garantie jeune arrive à terme là sur fin février, puisqu'un nouveau dispositif est mis en place par l'État qu'on appelle le contrat d'engagement jeune, qui peut être mis en place par plusieurs opérateurs. Donc ce dispositif va remplacer la garantie jeune à partir du 1er mars 2022. C'est un accompagnement intensif où la priorité est donnée aux ateliers collectifs, que les jeunes puissent être vus en groupe et qu'on puisse travailler sur des thématiques qui peuvent aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'atelier CVE à un atelier gestion de budget, puisqu'il y aura des allocations selon le cas du foyer, à des ateliers santé, on pratique aussi des ateliers sportifs. C'est une occupation, le jeune va être occupé 15 à 20 heures par semaine en moyenne sur le parcours de l'accompagnement. Donc on a besoin de développer ces ateliers collectifs. Les jeunes, quand ils sont ensemble, cette cohésion de groupe fait qu'ils se motivent aussi l'un l'autre et on voit des résultats beaucoup plus rapides. Quels sont justement le but et les résultats à attendre de ces formations avec les garanties jeunes? Alors, l'objectif, c'est l'accès à l'autonomie des jeunes. Pour la mission locale, nous, ce qui compte, c'est l'accès à l'autonomie, sachant qu'on sait très bien que pour accéder à l'autonomie, c'est l'accès à l'emploi. C'est une des phases. On intervient également on a des référentes logements, sur des ateliers logements ou des recherches. On a encore des jeunes qui peuvent être en CDI, qui viennent nous voir pour les aider sur comment je fais un logement, si je dois monter un dossier FSL. On a vraiment un axe très large d'accompagnement global. Donc, on est bien sur l'accès à l'autonomie, mais on sait très bien qu'on priorise l'accès à l'emploi et parfois la formation qualifiante. Est-ce que vous avez eu de nombreux retours, notamment des différentes formations qui se sont finies et qui vont bientôt commencer aussi? En termes de placement sur la garantie jeune? Les retours sur les élèves, à chaque fois qu'on termine une promo, puisqu'ils démarrent par cette collectif, les jeunes nous disent c'est trop court, on en veut plus. Ils veulent plus d'ateliers collectifs. C'est pas suffisant, on veut se revoir, travailler en groupe, ça les motive. C'est aussi quelquefois les forcer à se relever le matin, puisqu'à un moment on a pu se retrouver, on reste chez soi, on peut se retrouver un peu seul et on tombe facile sur la console de jeu. Là, ils reviennent donc tous les jours, c'est de les activer tous les jours, de pouvoir venir, même si c'est 3 ou 4 heures, mais d'avoir une action et d'être tout de suite en mouvement et de ne pas se laisser réenfermer, de revoir du monde social. Et vous pourriez venir voir un groupe, vous verrez qu'ensemble, ils ont plein de bonnes idées et ils se mettent en action. On voit même des jeunes qui disent, au fait, toi tu cherches dans tel domaine, tu n'as pas vu sur tel site, j'ai vu sur Snapchat, ils cherchent telle offre d'emploi. Et donc ils partagent les informations entre eux. En effet, on voit que c'est un réel retour positif pour les jeunes. Et quels seraient justement les derniers mots que vous pourriez dire pour conclure, pour les inciter à venir à faire la mission locale pour la garantie jeune? Alors, ça sera le CEJ maintenant, puisque la garantie jeune va se terminer. Ça sera le contrat d'engagement jeune, mais on garde ce côté collectif. Mais venez, on n'attend que vous, c'est que eux qui peuvent se mettre en charge. Nous, on est là vraiment pour les aider, les accompagner, et on a besoin d'eux aussi pour mettre ça en place. C'est toute une chance. Ils ont vraiment une chance, c'est le contrat d'engagement jeune. Eh bien, nous espérons qu'ils vont la saisir et que certains seront incités à y aller. Merci beaucoup. Je vous remercie. Après la présentation de l'atelier de la mission locale pour l'emploi, nous allons rester toujours dans le domaine de la formation, mais cette fois-ci, il s'agira de la formation continue des jeunes, avec une présentation de la formation au BTS Gestion des entreprises qui se fait au lycée Camille Desmoulins, avec une formation initiale de base. On vous dit tout sur cette formation extrêmement intéressante et qui ouvre sur des débouchés nombreux. Donc Arnaud Claes, enseignant en économie-gestion au lycée Camille Desmoulins, donc spécifiquement en BTS gestion de la PME. Donc Joanne Richard, enseignant en BTS gestion de la PME, donc au lycée Camille Desmoulins. Donc comme mon collègue, nous n'enseignons qu'en BTS gestion de la PME au lycée Camille Desmoulins. Alors parlez-nous de cette filière. Alors le BTS, donc gestion de la PME, c'est un BTS qui a pour objectif de former des collaborateurs de patrons de petites entreprises, c'est-à-dire d'être capable quelque part de remplacer le dirigeant d'une entreprise dans toutes les tâches de l'activité quotidienne d'une entreprise, donc les tâches notamment professionnelles, comme on peut le voir là dans tout ce qui est relations client-fournisseur, ce qui est un élément essentiel pour une entreprise. Par exemple, être capable de faire des bons de commande, des factures, des devis, recevoir les clients dans le magasin ou dans l'entreprise,
avoir des contacts téléphoniques aux clients, répondre à leurs demandes, aux problèmes de services après-vente, etc. Ça, c'est pour la partie relation client-fournisseur. Ensuite, il y a une partie gestion des risques. Hein. On peut imaginer, évidemment, qu'il y a des accidents du travail dans une entreprise et l'étudiant doit être capable de gérer ces accidents, de faire les déclarations, par exemple, auprès de la CPM, hein, donc les déclarations d'accidents du travail, et puis de gérer les risques environnementaux d'une entreprise, hein, les risques financiers, etc. Hein. Donc, on leur apprend à gérer tous ces risques, hein, qui sont quotidiens dans une entreprise. Il y a un aspect également, enfin une matière qui concerne la gestion des ressources humaines. Par exemple, être capable d'embaucher de nouveaux collaborateurs dans l'entreprise, mais aussi d'organiser la formation, les congés payés de ces collaborateurs. Une autre matière donc, qui s'appelle le développement de la PME. Donc là, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui permet d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, par exemple, être capable d'analyser la situation financière des clients ou des fournisseurs, mais ça peut être aussi communiquer sur les réseaux sociaux, faire de la publicité sur les réseaux sociaux ou de la publicité dans des journaux. Voilà donc pour cette matière développement de la PME. Ensuite, il y a des ateliers de professionnalisation. Donc, les ateliers de professionnalisation, ça concerne principalement des stages. Donc, les étudiants ont 12 semaines de stage à réaliser durant leur formation. Une première période s'est effectuée donc, en fin d'année scolaire. Hein. Cette période a pour objectif de placer l'étudiant dans un service comptable et commercial pour réaliser des bons de commande, des devis, des factures, être en contact, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les clients, mais aussi répondre à des appels d'offres qui proviennent des collectivités territoriales. Donc cette période a lieu en fin d'année, hein, au mois de mai et au mois de juin. Et une deuxième période de stage en deuxième année. Cette période de stage de deuxième année concerne la matière gestion des risques, où là, donc, l'étudiant va devoir réaliser un projet, une sorte de petit mémoire de 12 pages, d'un risque qu'il aura choisi de développer dans l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'il va mettre en œuvre pour prévenir le risque dans l'entreprise. Par exemple, on peut imaginer en ce moment, évidemment, beaucoup de projets dans tout ce qui concerne le développement durable. Hein. On a des étudiants, par exemple, qui vont monter des projets pour prévenir, pour améliorer la situation de l'entreprise par rapport à son environnement. Là j'en ai parlé, hein, déjà des missions et des projets menés en stage. On leur donne également dans les ateliers de professionnalisation des cas d'entreprise qu'ils doivent traiter de A à Z. Par exemple, on a un cas qui concerne un salon de coiffure. Ils doivent être capables de mener une opération de prospection qui vise à vendre des produits à des coiffeurs professionnels. Donc cette opération a pour objectif d'envoyer des colis, mais ils doivent organiser donc l'opération de prospection, mais également répondre aux demandes des clients, aux problèmes de SAV, etc. Voilà donc pour globalement les matières qui sont spécifiques au BTS Gestion de la PME, c'est-à-dire toutes les matières qu'on a là on ne les retrouve que dans le BTS Gestion de la PME. L'objectif étant bien de former le collaborateur d'un patron d'une petite PME et de le remplacer. Voilà, donc je vais laisser mon collègue peut-être poursuivre sur le reste. Alors sur les débouchés de ce BTS, peut-être commencer sur la réussite au niveau du diplôme. Donc l'année dernière, sur la session précédente, donc on atteint les 95% de réussite. Et l'année précédente, 75% de réussite sur des effectifs à 23, 24 étudiants. Alors les étudiants qui ont obtenu leur BTS souvent poursuivent donc soit sur une voie professionnelle, l'embauche, sur des métiers d'assistant. Alors on peut trouver assistant achat, assistant au niveau du service commercial d'une entreprise, assistant paye, souvent on voit, et assistant en termes de prévention et sécurité au travail. Donc ça c'est pour la voie active. On a un ensemble d'étudiants aussi qui poursuivent vers un Bac+3 diplômant, c'est-à-dire une licence professionnelle qui peut toucher tous les domaines. L'Académie de Lille propose une centaine de formations et chacun va pouvoir se spécialiser dans un domaine qui lui tient à cœur. Alors nous, les nôtres vont plutôt sur Valenciennes en licence professionnelle, gestion des ressources humaines, ou alors sur Cambrai qui est vraiment la licence en poursuite d'études par rapport au BTS qui s'appelle collaborateur de PME-PMI, licence professionnelle qui se fait à l'université de Cambrai. Alors voilà. Quel message souhaitez-vous passer aux jeunes qui voudraient intégrer la filière ?
Disons que alors, ce BTS il est particulier dans le sens où les autres BTS sont tous spécifiques. Soit on veut se spécialiser en comptabilité, on veut se spécialiser dans la vente par exemple, ou je sais pas, tout ce qui est activité administrative. Ce BTS regroupe ces trois activités. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que du marketing, que du commerce, on ne fait pas que de la comptabilité, on ne fait pas que du secrétariat, on fait les trois. Donc c'est bien, pour des étudiants qui ne savent pas dans quel disons, secteur ils souhaiteraient s'orienter, dans quelle discipline, hein, s'ils préfèrent peut-être la compta, beaucoup d'étudiants sont dans ce cas-là où ils ne savent pas bien ce qu'ils veulent faire. Comme là on fait un peu de tout, puisque dans une PME, un patron de petite PME, il n'a pas les moyens de se payer, d'embaucher un comptable, un commercial et une secrétaire. Il faut quelqu'un qui soit capable de tout faire. Donc ce BTS, il est intéressant pour ces gens qui ne savent pas, quand ils sortent du bac, quand ils ont le bac, ce qu'ils veulent vraiment faire. Donc là, ils font un peu de tout. Ils peuvent, bien entendu, une partie de nos étudiants travaillent directement en entreprise et vont assurer les tâches qui sont proposées, qu'on développe dans le BTS. Mais on a aussi beaucoup, comme l'a dit mon collègue, beaucoup d'étudiants qui vont après se spécialiser dans beaucoup de domaines différents. En fonction de ce qu'ils auront vu, de ce qui leur plaît en BTS, ils pourront se spécialiser dans une des tâches. Donc c'est un BTS, c'est le seul BTS en France qui est polyvalent. Polyvalent. C'est-à-dire qu'il ne concerne pas une activité ou des tâches en particulier. Donc on fait un peu de tout, bien sûr on ne peut pas aller aussi loin que dans d'autres BTS. Hein. Par exemple en comptabilité, on fait de la comptabilité générale, mais on ne peut pas aller aussi loin qu'il y aurait un BTS compta. Mais voilà, ils ont une approche de l'ensemble des domaines de la gestion d'une entreprise. C'est vraiment pour apprendre à gérer une entreprise, dans tous ses aspects, et pas seulement dans un aspect particulier. On ne se spécialise pas tout de Voilà. suite, ça laisse une ouverture après de poursuite d'études. Et c'est vrai que c'est le BTS le plus polyvalent. Hein. Notre slogan, c'est la polyvalence est un atout pour l'entreprise réellement. Et c'est vrai que ce BTS a été créé à l'époque par la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises à la demande des chefs d'entreprise qui voulaient des gens très polyvalents et ouverts à une multitude de tâches de gestion dans une entreprise. Voilà, comme le dit mon collègue, effectivement, c'est le seul BTS qui a été créé suite à une volonté des patrons d'avoir une préparation, un diplôme spécifique à leurs besoins. Alors que les autres BTS émanent de l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est l'éducation nationale qui propose une formation. Là, c'est le contraire. C'est une demande de la part des entreprises. C'est un BTS plus récent que d'autres BTS. Hein. Enfin, il a quand même une bonne vingtaine d'années maintenant. Hein. Mais il répond à un besoin des entreprises. Voilà. Donc, on a d'ailleurs des taux de placement en entreprise qui sont intéressants. Enfin, les étudiants, il y en a qui poursuivent, mais il y en a aussi qui trouvent relativement facilement un emploi, puisqu'il y a une forte demande dans les PME de ce type de profil. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Evelyne Mérès, présidente de l'AP Livre, lycée Camille Desmoulins. Valérie Lalu des Termes, trésorière de l'association AP Livre du lycée Camille Desmoulins du Cateau. Alors, on est une association loi 1901. Nous travaillons avec le lycée normalement par rapport à la carte génération livre, donc carte génération de la région des Hauts-de-France, et on a étendu ce service de mise à disposition de manuels pour les classes de BTS, à savoir que contre un 55 € que nous encaissons, ce n'est pas une caution, mais pour 55 €, l'étudiant aura donc la batterie de livres, c'est-à-dire 5 manuels pour travailler son année de BTS 1 et de BTS 2. Donc il y a 5 bouquins qui seraient à 150 € environ le jeu, neuf ou d'occasion, et nous, contre 55 €, on leur prête, donc ils n'ont à s'occuper de rien, on leur prête ces livres-là, et ils ont ce qu'il faut, parce que quelquefois il faut changer le livre en cours de route, et du coup ça refait des frais, et de toute façon il faudrait le revendre, etc. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de frais, éventuellement le logement, le déplacement, au moins du côté livre, je pense que c'est un petit plus qu'on peut offrir à nos étudiants, et c'est vrai que depuis qu'on fait ça, tout se passe bien. Donc, il y aura un flyer, il y aura des explications complémentaires dans les fiches d'inscription au mois de juillet, donc si ça peut intéresser nos étudiants, c'est une affaire qui roule. Voilà. Et en septembre, ils ont leur livre pour travailler tout au long de l'année. Un peu de culture cette fois, c'est de la culture dans de bonnes conditions, avec les travaux d'aménagement de l'école de musique que vous présentez, Monsieur Joseph Modarelli. L'objectif des travaux qu'il vous présente était de réaliser des économies d'énergie, sauvegarder le patrimoine et surtout apporter de bonnes conditions d'études et de travail aux usagers de cette école de musique. Joseph, la parole est à toi. Alors, l'école d'art plastique, donc, qui est située
rue des Digues a subi des travaux depuis quelques temps. En fait, on a voulu changer toutes les huisseries de ce bâtiment. Bon, premièrement, pour sauvegarder notre patrimoine. Et puis, deuxième temps, c'est aussi on est en pleine période de froid, donc de faire des économies d'énergie, en l'occurrence du gaz ici. Donc, on a profité d'un chantier assez vaste pour changer toutes les huisseries donc, de ce bâtiment qui était disons, en mauvais état et qui laissait passer beaucoup d'air froid. Voilà, donc c'est un budget qui n'est pas négligeable, hein, plus de 25 000 € d'investissement pour cette année 2021, puisque ça a été réalisé en 2022 pour des raisons techniques. Mais voilà, donc toujours est-il que je pense que notre directeur, qui est à mes côtés, et ainsi que ses profs, vont apprécier le fait qu'il fasse meilleur dans les salles de classe, et puis au niveau acoustique, et puis également aussi protection vis-à-vis de la lumière du soleil, parce que c'est vrai que lorsque le soleil frappe dans le vitrage, avec les anciennes huisseries, c'était pas toujours tout à fait optimum. Donc voilà, investissement, sauvegarde du patrimoine, économie d'énergie, et puis bien-être aussi des élèves qui fréquentent notre école de musique, et puis également le bien-être des profs, parce qu'ils sont là aussi pour être dans un lieu qui répond à leurs exigences. Puis travailler dans un confort, c'est quand même plus agréable. Voilà, donc sauvegarde du patrimoine, comme je viens de le dire, et puis entretien de notre patrimoine communal. Voilà, maintenant je vais passer la parole à notre directeur, M. Berkman, Jean-Louis, qui va vous dire quelques mots sur, je pense qu'il va être heureux de vous dire que il attendait ça depuis un moment. Toute chose arrive, et comme je dis souvent, qui sait attendre, tout vient à point qui sait attendre. Voilà, toi Jean-Louis. Oui, merci M. Bodarelli. Oui, donc à souligner donc d'un côté les économies d'énergie qui vont être réalisées grâce à ça, mais aussi, et ce qui était important, c'était de pouvoir, au niveau des conditions sanitaires, de pouvoir ouvrir les fenêtres, parce que là, c'était quand même une obligation d'aérer les pièces après le passage des élèves dans les conditions sanitaires actuelles. Donc voilà, c'est la bonne période, c'est le bon moment, et ça va nous permettre de continuer à travailler dans de bonnes conditions avec tous les investissements, les investissements municipaux dans le bâtiment et puis dans le fonctionnement de l'école de musique. Voilà. Alors cette année, on est un peu en baisse d'effectifs avec les conditions, les conditions d'accès du bâtiment. On est un peu plus d'une centaine d'élèves cette année, alors que d'habitude on est quand même largement plus. Mais bon, j'espère bien pouvoir rattraper le déficit. Voilà, surtout que habituellement on intervient régulièrement dans le courant de l'année avec toutes les actions scolaires, l'orchestre à l'école, les concerts scolaires qu'on organise, les présentations d'instruments qu'on n'a pas pu faire depuis 2 ans. Donc forcément il y a un public habitué, il y a un public de connaisseurs, et après la base des nouveaux élèves, c'est tous les gens qui sont pas au courant, qui savent pas ce qui se passe, et donc tous ces gens-là qu'on n'a pas pu toucher et à qui on n'a pas pu faire de publicité pour nos activités. J'espère bien ici avec la reprise et la reprise des conditions sanitaires plus favorables, j'espère bien pouvoir intervenir dans les écoles et puis faire une publicité pour pouvoir renflouer un peu les rangs de l'école de musique, je veux dire ça comme ça. Voilà. Oui, donc je voulais également vous préciser que la ville fait appel à des artisans locaux. Donc en l'occurrence, c'est Bénard qui a réalisé les travaux d'implantation de ces huisseries. Et tout ce qui est peinture, ce sont les services de la ville du Cateau qui vont finir donc ce chantier. Mais voilà, donc privilégier aussi l'artisanat local, parce que je pense que par les temps qui courent, c'est important de signaler que des artisans de très haute qualité qui font du très très bon travail et qu'il est nécessaire de les faire travailler chez nous. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Enfin, et pour terminer, rien ne serait complet si nous ne parlions pas un peu du recrutement dans les écoles. Une tâche difficile pour les entreprises et pour les aider à accomplir ce travail qui est un travail ingrat et très délicat parce qu'il conditionne bien des choses dans la vie de l'entreprise. Pôle emploi va vous présenter les services qu'ils peuvent apporter aux entreprises pour les aider dans leurs opérations de recrutement et faire en sorte que ce soit une réussite pour tous. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Vincent et je vous souhaite la bienvenue dans Le Moment Pro, le magazine de l'emploi dédié aux professionnels et aux recruteurs.
Dans ce programme, nous analyserons ensemble les différents services à destination des entreprises proposés par Pôle emploi. Commençons par vous présenter les services aux recruteurs de Pôle emploi en 60 secondes chrono. Bon ok, c'est un peu court, mais on relève le challenge. Comme les demandeurs d'emploi, les entreprises ont besoin d'être accompagnées au quotidien par Pôle emploi pour anticiper leurs besoins de recrutement, surmonter les éventuelles difficultés, trouver des demandeurs d'emploi qui correspondent précisément au profil recherché, ou encore pour être guidés à travers la gamme de solutions aux entreprises offertes par Pôle emploi. Concrètement, Pôle emploi peut par exemple proposer un diagnostic et calibrer les besoins de recrutement d'une entreprise, anticiper les difficultés de recrutement, présélectionner des candidatures ou fournir des supports aux entretiens d'embauche, faire découvrir des pratiques innovantes comme la méthode de recrutement par simulation, ou encore conduire des actions d'adaptation des demandeurs d'emploi au poste de travail proposé. Et parce que chaque entreprise a des besoins bien spécifiques, 5500 conseillers relations entreprises spécialisés dans l'accompagnement des employeurs sont répartis sur l'ensemble du territoire pour proposer des solutions personnalisées, nourries par leurs connaissances approfondies des bassins d'emploi locaux. Les services aux entreprises de Pôle emploi, ce sont les recruteurs qui en parlent le mieux. Sans plus attendre, rencontre avec un dirigeant d'entreprise qui nous partage sa vision du recrutement, ses attentes et nous raconte sa collaboration avec Pôle emploi. Bonjour, je m'appelle Antoine, je dirige Climbing District depuis janvier 2020. Notre mission, c'est de proposer de la bonne grimpe à nos clients et ce qui fait notre force, c'est de proposer la meilleure expérience. Mon rôle au sein de l'entreprise, c'est de m'occuper un peu de tout pour qu'elle atteigne ses objectifs. Et concrètement, au quotidien, c'est le grand écart entre l'administratif, du développement, de la gestion d'équipe, très varié. Chez nous, nous recherchons des profils polyvalents qui ont une attirance pour le faire et la réalisation. Le recrutement chez Climbing District, c'est stratégique parce que c'est la première chose que nos clients vont voir en arrivant. Un bon recruteur, c'est être transparent et ce qu'on ignore souvent, c'est que l'entretien, c'est vraiment un jeu de séduction entre deux personnes. Le plus grand défi que nous ayons eu à surmonter, c'est de recruter une équipe de zéro. Mais heureusement, aujourd'hui, elle se stabilise et la culture d'entreprise se diffuse. Nous avons collaboré avec Pôle emploi car c'est une institution publique qui fait partie d'un écosystème qui nous accompagne et qui nous a beaucoup aidé sur la sélection des profils. J'ai particulièrement apprécié la sélection des candidats par Pôle emploi parce que ça nous a fait gagner énormément de temps sur le recrutement final. Si j'avais un conseil à donner aux futurs recruteurs, ce serait d'être transparent. Et quitte à me répéter, moi j'aimerais que le mot de la fin soit fait, réalisé. Merci beaucoup pour ces précieuses informations. Oui, chez Pôle emploi, nous savons nous montrer à l'écoute des entreprises, mais nous savons surtout proposer des solutions innovantes, comme la MRS. Vous ne savez pas ce que c'est? Ne vous en faites pas, on vous livre tous nos secrets dans la Minute LinkedIn. Bonjour, je suis Erico, conseiller entreprise Pôle emploi. La méthode de recrutement par simulation, c'est une solution développée par Pôle emploi qui est fondée non pas sur l'expérience et les diplômes, mais sur les capacités nécessaires pour occuper un poste de travail. Il y a beaucoup de candidats qui ont les capacités pour évoluer dans votre milieu, et même s'ils n'ont pas la formation, pourquoi se priver de ces profils? Concrètement, on commence par analyser le poste qui recrute afin de définir quelles sont les compétences requises. Ensuite, Pôle emploi crée des exercices personnalisés qui reproduisent par analogie les tâches demandées. Et pour finir, on sélectionne les candidats qui semblent avoir les bonnes capacités pour les présenter aux employeurs. Travailler main dans la main avec Pôle emploi en faisant l'expérience de la MRS, c'est l'assurance de rencontrer un panel de candidats plus large, de bénéficier de l'expertise de Pôle emploi sur les méthodes de recrutement innovantes et les bassins d'emploi locaux. Et vous l'aurez compris, c'est aussi une solution imparable pour mieux recruter en offrant sa chance à tout le monde. Mieux recruter, c'est aussi recruter différemment. Alors si vous pouvez en plus avoir accès à un plus large panel de candidats grâce à la MRS, franchement, pourquoi se priver? Pour continuer à mieux comprendre la mission et les engagements de Pôle emploi vis-à-vis des recruteurs, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Poux, directrice des services entreprises de Pôle emploi. Bonjour Catherine Poux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les grands services de Pôle emploi destinés aux recruteurs? Les missions de Pôle emploi vis-à-vis des entreprises, c'est à la fois être en capacité de recueillir leurs besoins en recrutement, de les accompagner dans ces recrutements en mobilisant différents services et puis bien évidemment de leur proposer les candidats qui vont leur permettre d'assurer effectivement la continuité de l'activité qui est la leur.
Quelles sont aujourd'hui les attentes des entreprises? C'est faire connaître leurs besoins en recrutement. La deuxième attente, c'est pouvoir contacter directement des candidats, et c'est un service que nous leur proposons. Et puis la troisième attente, parce que recruter n'est pas si simple que cela, c'est pouvoir bénéficier de conseils personnalisés, et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs effectivement à dédier des conseillers à cette relation avec les entreprises. Et cette approche diffère-t-elle selon la taille de l'entreprise? Il est clair qu'une petite entreprise qui recrute peu souvent pourra avoir besoin effectivement d'un conseil et d'un accompagnement un peu différent. À l'inverse, une grande entreprise ayant des pratiques de recrutement bien installées, mais étant confrontée par exemple à l'ouverture d'un site, va aussi avoir besoin de services un peu spécifiques et peut-être plus massifs. Je pense par exemple à des événements que l'on va pouvoir mettre en place, y compris parfois même sur le territoire national, lorsque ces besoins en recrutement couvrent l'ensemble de la France. Comment on accompagne une entreprise qui rencontre des difficultés à recruter? Alors on peut l'accompagner de différentes façons en fonction de la nature de la difficulté du recrutement. Il peut s'agir d'un problème d'attractivité, du secteur, de l'entreprise, du métier en tant que tel, et on va pouvoir mobiliser différents leviers qui vont permettre de faire connaître les atouts de la profession ou du métier. Ça peut être des événements, #TousMobilisés, ça peut être une immersion professionnelle pour découvrir le métier dans l'entreprise, ça peut être l'ouverture de ses portes tout simplement sur une journée dédiée. Et puis il peut y avoir des difficultés qui nécessitent un petit peu plus de temps pour les traiter. Je pense à des difficultés liées à une absence de compétences sur le territoire. Et donc là, nous allons mobiliser des actions de formation, d'adaptation au poste de travail. Que fait Pôle emploi pour les entreprises aujourd'hui pour faire face à notre actualité compliquée? Dans un premier temps, au moment du confinement, Pôle emploi a agi auprès des entreprises qui avaient besoin de recruter malgré ce confinement, et donc en étant attentif effectivement à rechercher les candidats qui pouvaient répondre à ces attentes, nos conseillers étaient là pour maintenir cette possibilité de recruter pendant cette période. Et puis, depuis effectivement que l'activité reprend d'ailleurs, assez récemment, nous sommes là à la fois pour pouvoir renseigner les entreprises sur les obligations qui peuvent être les leurs par rapport aux conditions sanitaires à respecter, y compris en faisant le lien avec les sites gouvernementaux sur le sujet, et puis bien évidemment pour accompagner les demandeurs d'emploi dans ce cadre-là. Quels sont les grands enjeux sur lesquels Pôle emploi devra accompagner les entreprises dans un futur proche, mais aussi à moyen terme? Nous avons deux grands enjeux aujourd'hui. Le premier, c'est accélérer les recrutements. On se le disait tout à l'heure, un certain nombre de secteurs d'activité recrutent à nouveau de façon forte, et il est important que Pôle emploi soit au rendez-vous de ces besoins en recrutement pour soutenir la dynamique à la fois économique des entreprises, en leur trouvant les candidats qu'elles attendent, mais aussi pour faire en sorte que cette reprise économique bénéficie à la majorité des demandeurs d'emploi. Le second enjeu, c'est parce que les métiers évoluent, c'est d'être là aussi aux côtés des entreprises pour leur proposer les solutions en termes de formation. Il est important là aussi qu'on les aide à mobiliser ces dispositifs, ou les dispositifs d'ailleurs, je dirais, publics, tels que les différents contrats aidés qui existent. Donc voilà, pour nous, c'est deux enjeux importants. Pour finir, si vous deviez donner une bonne raison à une entreprise de collaborer avec Pôle emploi pour son futur recrutement? Collaborer avec Pôle emploi, c'est d'une part avoir à disposition un grand nombre de services en ligne sur pôle emploi.fr, mais aussi sur des applications telles que la bonne compétence professionnelle. Et au-delà de ça, surtout, c'est la présence des 5000 conseillers dédiés à la relation entreprise dont nous avons parlé. Ça veut dire effectivement un conseiller de proximité dans l'agence locale qui est la sienne, qui connaît le marché du travail local et qui pourra, avec elle, identifier là ou les solutions qui vont être adaptées à son besoin de recrutement. Merci Catherine Poux. Merci à vous. Mieux vous informer sur les solutions proposées par Pôle emploi. Répondre, tout en pédagogie, aux malentendus les plus fréquents. Après avoir fait un petit tour sur les réseaux sociaux, nous en sommes convaincus. Une FAQ s'impose. Commençons par une question d'Aurélie, qui nous demande, lorsqu'on dépose une offre d'emploi, combien de jours faut-il attendre pour qu'elle soit publiée?
Bonjour Aurélie. Les informations transmises lorsqu'on dépose une annonce doivent être non seulement valorisantes pour attirer des candidats, mais aussi respectueuses d'un cadre juridique en constante évolution. C'est pourquoi nous tenons à nous assurer de la qualité des offres qui sont publiées sur le site de Pôle emploi. Pour être sûr d'être le plus efficace possible, sachez que vous pouvez vous référer au guide d'aide à la rédaction des offres présent sur le site de pôle emploi.fr. Vous pouvez aussi faire appel à un conseiller entreprise qui vous apportera son expertise du recrutement et vous aidera à déposer votre offre dans les meilleures conditions. Continuons avec une question de Marie. Enfin, une bonne nouvelle. Des agents de Pôle emploi vont se rendre auprès des entreprises pour prendre leurs besoins. Il aura fallu attendre toutes ces années pour comprendre qu'il y a un souci de recrutement et de formation dans notre pays. Bonjour Marie, merci de saluer la bonne nouvelle. Mais peut-être êtes-vous un petit peu en retard. Depuis sa création, Pôle emploi travaille main dans la main avec les entreprises pour comprendre leurs besoins. Accompagner les entreprises et les informer des aides auxquelles elles ont droit est au cœur de notre mission de service public. Aider les entreprises à bien recruter, c'est surtout le meilleur moyen de faciliter le retour à l'emploi. Poursuivons avec une question de Timothée. Bonjour, il y a une page regroupant l'état des différents modules de votre site. L'inscription particulier employeur est en carafe depuis ce matin et j'aimerais suivre facilement l'état de sa correction. Merci. Bonjour Timothée, bien sûr, cette page existe. Si l'inscription particulier employeur était en carafe, veuillez nous excuser pour cette interruption. Mais sachez que d'habitude, ça coule de source. Vous pouvez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin, ainsi que les avancées de vos recrutements, en vous connectant à votre espace recrutement sur le site entreprise pôle emploi.fr. Et ce, sur smartphone, tablette ou ordinateur. Terminons avec une question de Paulette. Bonjour, j'ai des jeunes qui recherchent une alternance en BTS SIRA. Si vous connaissez des entreprises qui recrutent, je suis à votre écoute. Bonjour Paulette, merci pour l'information. Prospecter et mettre en relation fait aussi partie de notre mission. D'ailleurs, près de 30 000 offres en alternance sont disponibles. Alors n'hésitez pas, invitez vos étudiants à aller faire un tour sur pôle emploi.fr. Résumer l'offre de service aux entreprises de Pôle emploi en 15 minutes, ça fait quand même beaucoup d'infos. Mais rassurez-vous, on vous fait un mail récap. Me revoilà. Après avoir relevé le défi des 60 secondes, on m'a donné pour mission de vous faire un mail récap. Il s'est dit beaucoup de choses en 15 minutes, non? Bon alors, par quoi on pourrait commencer? Déjà, vous avez pu constater que Pôle emploi propose de nombreux services aux entreprises, qui vont du diagnostic des besoins de recrutement à l'anticipation des défis à venir, en passant par la présélection des candidats ou la mise en place de méthodes de recrutement innovantes comme la MRS. Vous l'avez, mais je le remets quand même. La méthode de recrutement par simulation. C'est une méthode qui se concentre sur les compétences et non sur le CV du candidat. On a également dit qu'il était pratique de retrouver l'ensemble des services proposés par Pôle emploi dans l'espace entreprise du site pôle emploi.fr. Mais si vous êtes recruteur et que vous avez besoin d'un accompagnement plus global, n'hésitez pas à contacter l'un de nos 5500 conseillers relations entreprises spécialisés dans l'accompagnement des employeurs. Ils sont là pour ça, parce que nous savons qu'aider les entreprises à bien recruter est le meilleur moyen de faciliter le retour à l'emploi. Alors si vous avez des besoins de recrutement, n'oubliez pas, on est là pour vous. Voilà, j'ai eu un grand plaisir à vous présenter les dernières actualités de la ville du Cateau. J'espère vous revoir dans quelques temps. Je vous souhaite à tous de très bons moments dans cette période. Et puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire et que ce n'est pas encore tout à fait la fin du mois de janvier, j'en profite pour vous souhaiter personnellement mes meilleurs vœux, ainsi que toute l'équipe de Beffroi Vision, qui l'a certainement déjà fait, mais une fois de plus ne peut faire de mal à personne. Chers amis, à très bientôt.